Les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps, disait volontiers Italo Calvino, qui nous a appris à deviner des villes invisibles, à architecturer nos songes dans des récits toujours recommencés, où Marco Polo raconte à Hubei Khan les cités improbables de son empire. Ce désir, cet élan, cette forme qui se dessine dans nos songes est à l'origine même de notre questionnement sur les cités à la dérive qui sont au cœur de cette 27e édition des Rencontres d'Averroès. Penser la Méditerranée des deux rives, franchir les frontières du savoir, passer d'un monde à un autre, relier ce qui semble être séparé, telle est la raison d'être de ces Rencontres d'Averroès. Une forme nouvelle est née cette année, faute d'avoir pu nous retrouver ensemble au Théâtre de la Criée à Marseille en novembre 2020, autour de 4 tables rondes. Nous avons donc décidé de les réinventer et chacun des intervenants a répondu présent. Pas pour de pseudo-rencontres en ligne, mais pour un autre type de rencontre bien plus sensible. Une traversée sonore autour des villes et cités de la Méditerranée, d'une rive à l'autre. Cité à la dérive, pour reprendre le beau titre du livre de Stratis Tsirkas qui nous racontait Jérusalem, Le Caire et Alexandrie dans les années 1940. Cité à la dérive, d'hier à aujourd'hui, entre Europe et Méditerranée, une équipée sonore en 5 épisodes. Cité à la dérive, balade pour un temps nouveau. Une production des Rencontres d'Averroès. Direction éditoriale, Thierry Fabre et Fabienne Pavia. Direction artistique, Ariel Koenig. Ingénieur du son et réalisation, Clément Lemarié. Lecture, Anna-Hélène Kawa, Thierry Fabre, Fabienne Pavia, Ariel Koenig. Cinquième et dernier épisode, la cité et le politique. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager de Jérusalem. Catel Berthelot, historienne. J'aimerais partager une promenade au marché Machane Yehuda, par exemple, qui est à Jérusalem-Ouest. C'est un marché où toutes les catégories de population se croisent, qui est en bordure des quartiers ultra-orthodoxes, donc avec une population très très religieuse, avec des grands chapeaux, parfois en fourrure, tout droit sortis de Pologne, mais qui croisent en même temps des Arabes qui travaillent là, avec des Juifs. Et puis c'est très coloré, et puis c'est plein de parfums, c'est plein de bruit, de fureur. C'est un lieu amusant, coloré, chatoyant, voilà. C'est la vie quotidienne aussi des habitants de la ville. Ça permet de prendre un peu de distance par rapport à tous les grands monuments sacrés et tous les sites disputés, comme la cité de David, au sud de la vieille ville, ou d'autres endroits où là, il y a une vraie lutte politique en ce moment qui se joue avec des expulsions de familles palestiniennes pour installer des colons. Donc, c'est une ville qui est prise dans une dérive nationaliste, avec justement ce projet de colonisation de Jérusalem-Est, voilà, qui se déroule petit à petit au quotidien, insidieusement, maison par maison, rue par rue. Il y a des colons qui sont très actifs pour essayer de rejudaïser en fait la partie orientale de Jérusalem, donc avec tous les drames humains que ça entraîne. Et puis il y a peut-être aussi une dérive proprement religieuse, peut-être même théocratique. Là, je pense plutôt à ces groupes extrémistes qui envisagent la reconstruction du troisième temple. Voilà, il y a quand même des projets extrêmement dangereux, hein, des fantasmes d'un retour du passé, en fait, hein, qui, à mon avis, n'est pas souhaité par la majorité des Juifs, ni la majorité des Israéliens, mais qui, malheureusement, obsède quelques groupes qui sont très actifs, hein, et qui sont très soutenus par une partie des chrétiens évangéliques américains, qui sont très alimentés financièrement par la manne de quelques milliardaires chrétiens fondamentalistes. En fait, leurs intérêts sont très différents. En fait, ce qui motive les chrétiens évangéliques sionistes,
c'est la perspective du retour du Christ. Ils veulent en fait soutenir le retour de tous les Juifs en Israël parce qu'ils imaginent qu'à ce moment-là, le Christ reviendra à Jérusalem. Mais alors à partir de cette idée, il y a une sorte de soutien inconditionnel à l'État d'Israël et à toute tentative qui va dans le sens de restaurer une souveraineté juive israélienne sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de Jérusalem. Donc ces chrétiens-là étaient opposés au retrait de Gaza qu'a réalisé Ariel Sharon. Ils sont opposés à toute restitution de territoire, soi-disant sur la base de textes bibliques qui diraient que c'est le territoire historique de l'Israël biblique. Ce qui est très contestable parce qu'il y a plusieurs définitions des frontières d'Israël dans la Bible. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Mais voilà, leur vision, c'est que on va vers la fin des temps, le Christ revient et Dieu jugera les nations en fonction du soutien qu'elles auront apporté ou non à Israël. Ce sont des alliés inconditionnels d'Israël, mais dans le sens, mais des alliés surtout des groupes les plus à droite en Israël en réalité. Parce que Israël, c'est pas juste cette vision-là. C'est pas que un nationalisme maximaliste. Il y a quand même différentes forces politiques en présence. Ces chrétiens-là soutiennent des forces de droite, d'extrême droite nationaliste ou nationalistes religieuses. Alors si on parle de cité à la dérive, l'expérience civique par excellence, c'est peut-être celle d'Athènes en 480, lorsque les Perses envahissent l'Attique et où les Athéniens se réfugient pour une bonne part sur les trières, donc véritablement à la dérive, et continuent à faire communauté. Vincent Azoulay, historien. Et c'est là qu'est Athènes. La cité, c'est alors ces hommes, et non pas ces murailles ou ces monuments. Mais en réalité, c'est une expérience, cette expérience du déracinement, de la dérive, qui ne peut avoir qu'un temps. Et fondamentalement, il faut qu'il y ait réenracinement, surtout pour des Athéniens qui se pensent nés de leur sol, qui se pensent autochtones au sens littéral du terme, puisque le premier Athénien, Érectée, dont on célèbre le culte sur l'acropole, dans l'Érectéion, eh bien, il est né véritablement du sol même de l'Attique, du sperme des Phaïstos, rentré en contact avec le territoire de la cité, ce grand mythe de fondation athénien, tous les Athéniens se pensant descendants de cet autochtone originaire. Le temple d'Athéna-Niké, donc, qui est construit entre 430 et 420 avant Jésus-Christ, c'est le premier temple auquel est attachée une prêtrise, donc une prêtresse en l'occurrence, prêtresse d'Athéna, dont on a conservé le nom de sa première prêtresse, qui s'appelle Myrinée, d'ailleurs apparaît chez Aristophane dans Lysistrata. Et cette Myrinée, donc la première prêtresse attachée au temple d'Aristophane, elle est tirée au sort parmi toutes les Athéniennes. Et ça montre deux choses, à la fois que la citoyenneté s'étend pour les Athéniens et les Athéniennes bien, aussi à la part féminine de la population. Elles ont un rôle crucial dans le contrat qui existe entre la communauté et les dieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ont tous les droits politiques des hommes, mais elles sont citoyennes, contrairement à ce qu'on a pu affirmer pendant longtemps, avec des formes, des modalités d'action qui sont différentes, mais des modalités d'action tout de même. Et puis, voilà, cette promesse démocratique, par le biais du tirage au sort, qui vient investir ce qui paraît a priori le plus rétif à l'innovation politique, c'est-à-dire le rituel. Et donc, à travers ce temple, qui est la première chose qu'on voit quand on arrive sur l'acropole, il y a comme ça une richesse d'expérience qui se déploie. Quelque chose avec laquelle je me débat depuis plusieurs années, c'est en finir avec une représentation d'Athènes trop intimidante, fondée sur la participation de haute intensité des citoyens, les citoyens de marbre blanc qui vivraient sur la Pnyx et ne cesseraient d'intervenir à tout bout de champ pour le bien commun,
Parce que ça, on a beau jeu de dire et de répudier l'expérience démocratique athénienne en disant bah oui, mais ça c'est pas, pour employer un mot d'Anat Singh, l'anthropologue, ce n'est pas scalable. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui peut exister aujourd'hui dans les sociétés complexes et beaucoup plus nombreuses qui sont les nôtres. Ces citoyens engagés, ça va pour des petites communautés de face à face, ce que n'est pas Athènes, qui n'est pas une communauté de face à face, il y a beaucoup trop de citoyens pour cela. Mais disons que c'est souvent l'argument que l'on met en avant pour d'une certaine façon dire la démocratie athénienne, oui, c'est très intéressant, mais c'est pas pour nous. Et c'est ce fossé qui avait été commencé à être véritablement creusé par Benjamin Constant entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Sauf que ce qui fait pour moi le vif de l'expérience démocratique, c'est pas la participation. Il y a effectivement une participation inédite dans l'histoire pour les citoyens qui en font partie, mais c'est d'une certaine façon une conséquence d'un système qui n'a pas son principe même dans la participation. C'est une conséquence, pas une cause. Le but n'est pas la participation. Il y a effectivement une participation, mais une participation beaucoup moins intense que que l'idée qu'on peut s'en faire. C'est une démocratie qui, d'une certaine façon, marche à l'absentéisme. Et je dirais même qu'une bonne démocratie doit marcher à l'absentéisme. Autrement, ce n'en est pas une si elle demande à tous ses citoyens une implication de tous les instants. En Grèce, les seuls régimes qui réclament la participation active à tout moment des citoyens, ce sont les oligarchies. Les oligarchies qui demandent aux citoyens de s'investir pleinement, bien sûr, une petite minorité de citoyens, tandis que le reste de la population reste passive. Et donc, le vif de l'expérience démocratique, pour moi, elle n'est pas dans la participation, mais elle est dans le contrôle, et dans le contrôle des élites. Et ça devient très intéressant quand on s'intéresse aux multiples processus de contrôle d'une férocité absolument impensable quand on voit le monde dans lequel on vit, contrôle formel et informel, avec dès qu'on prend la parole, on prend un risque, et un risque qui peut mener à la mort, quand on s'adresse au peuple athénien. Donc des formes de contrôle qui, elles, sont hautement scalables. L'élection donc restante d'un maire d'opposition prouve que les Stambouliotes sont conscients de cette dérive et cherchent d'autres modèles de gestion et de faire la ville. Jean-François Pérouse, géographe. Bon, la parenthèse va se refermer d'une manière ou d'une autre, et les élections de juin 2019 le prouvent. On a une société qui désormais ne se reconnaît plus dans ce parti qui a pu, dans les années 2000, exprimer quelque chose pour certains groupes sociaux en pleine ascension, mais qui désormais ne représente plus, n'est plus un objet d'identification compte tenu de ces dérives, qui a besoin de s'allier avec un parti d'extrême droite pour se maintenir au pouvoir, et qui donc dérive lui aussi. Et donc, par exemple, la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée est un signe de cette dérive qui va à l'encontre, en définitive, des attentes du pouvoir au niveau économique, puisque c'est un coup porté au tourisme international d'une certaine manière. Et donc l'avenir d'Istanbul, c'est de renouer avec sa vocation, sans faire de l'essentialisme, mais renouer avec son histoire, renouer avec ce rayonnement qui est mondial, et donc de casser ce qu'on a voulu lui imposer, cette espèce de carcan mono-nationaliste, mono-confessionnel, et par ailleurs de retrouver cette ouverture mondiale qui est inscrite en quelque sorte dans son site et dans son histoire. Aujourd'hui, le centre-ville historique d'Alep, qui est vraiment une des merveilles mondiales en termes de patrimoine, est en grande partie détruit.
Leïla Vignal, géographe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont surtout les quartiers ordinaires de Alep qui sont ravagés. Et en particulier, ce qu'on observe, c'est que dans ces quartiers orientaux qui ont été ravagés par ces campagnes de bombardement indiscriminées et massives, une grande partie de ces quartiers c'est des quartiers informels, c'est-à-dire des quartiers qui ont été construits sans titres légaux, pour une raison ou pour une autre. Et ce sont donc des quartiers qui conjuguent à la fois le fait qu'ils étaient des quartiers tenus par l'opposition et qui étaient des quartiers dans lesquels les populations donc vivaient sans cadre légal. Et donc on a des cartes, lorsqu'on établit des cartes des destructions d'Alep, on a une géographie extrêmement claire. L'essentiel des destructions sont dans ces quartiers-là, le centre historique et les quartiers de cette périphérie orientale, de cette centralité de cette périphérie orientale d'Alep. Ces quartiers étant dans l'illégalité du point de vue formel, du point de vue des titres formels de propriété. Le régime finalement profite de cette absence de cadre légal, de titres de propriété légaux, pour récupérer tout ce foncier urbain en établissant des sortes de holdings qui ont pour objectif à terme de redévelopper ces quartiers dans lesquels les populations locales, notamment au moyen d'une loi, qui est la loi numéro 10 qui a été passée en 2018, qui est une loi qui prive les anciens habitants de ces quartiers de tout moyen de faire valoir leurs droits sur ces quartiers où ils habitaient auparavant. La ville, c'est un facteur de pacification de la violence. Olivier Mongin, écrivain et essayiste. L'État, aujourd'hui, est de plus en plus un organisateur de la violence qui contrôle, et ça vaut même pour nos pays européens, et les villes doivent être des pacificateurs de la violence. Et c'est à ça qu'on les jugera démocratiquement. Moi, je trouve important que vous reveniez sur la ville méditerranéenne, parce qu'oublions pas, un mouvement qui continue aujourd'hui est très important à l'échelle du monde, est un mouvement qui prend forme dans l'espace urbain. On a parlé en 2011 des printemps arabes. Ils commencent, on se souvient, avant même, on a la place Tahrir, on a la Tunisie, etc. On a Bahreïn. Et ce mouvement, il va se propager. Il va revenir en Irak. Et aujourd'hui, pour moi, il est plus que présent après avoir s'être déplacé et même être passé par Hong Kong, là aussi, qui est un échec quelque part. Il est très présent, surtout en Algérie, à travers le Irak. Ce Irak qui vient des cités populaires et qui se cristallise dans Alger Centre
C'est pour moi des images extrêmement fortes. Katia Kameni, artiste. J'ai participé à 5 vendredis pour le tournage du film. C'est des moments dont je me souviendrai toute ma vie parce que on descend comme ça à la rue Didouche Mourad et on suit la foule et on est complètement emporté dans cette foule, c'est-à-dire qu'on est d'une certaine manière complètement emporté par ce mouvement humain et de chaleur, de chant. Ça a été l'occasion pour le peuple algérien qui a quand même vécu une guerre civile extrêmement lourde avec des couvre-feux à 17h. C'est aussi l'image de ce peuple algérien qui se réapproprie sa ville, qui se réapproprie ses rues, qui se réapproprie l'espace public. Et ça aussi, c'est une fête, en fait. Ce mouvement, enfin moi, ces 5 vendredis que j'ai vécus, ce sont des sortes de love parade, mais avec un fond plus politique peut-être, et encore. Mais c'est un vent de liberté. Personnellement, je suis très impressionné par ce que représente le Hirak, qui a été cassé par le Covid, puisque le pouvoir en a profité pour... Mais on a vu sur les places, et surtout sur la place de la Grande Poste à Alger, mais ailleurs, on a vu des gens qui étaient d'obédience tout à fait opposée. Ça pouvait être des gens issus de mouvements liés à la religion, liés à la laïcité, liés au féminisme, etc., qui se retrouvaient ensemble en posant une seule question. On ne veut plus de pouvoir tel qu'il existe, on veut un changement de constitution, mais surtout on ne veut pas retomber dans la violence. Et là on trouve quelque chose de très important sur ces places, on trouve effectivement le lien de la question urbaine avec la démocratie. On est dans une séquence historique qui a été ouverte au début des années 2010, qui a ses racines dans les décennies précédentes évidemment, mais on a cette séquence historique des printemps arabes, à mon avis, n'est pas refermée. Donc on a eu toutes ces révoltes urbaines du début des années 2010 en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie bien entendu. Depuis 2 ans, le Soudan et notamment Khartoum s'est engagé dans des trajectoires à la fois singulières mais similaires. L'Irak, Bagdad, l'Algérie, la révolution d'octobre au Liban. Donc je crois que les villes, parce que c'est les villes au Proche-Orient, un peu comme partout dans le monde, sont le lieu de multiples révolutions culturelles, et restent des creusets d'individualisation, de connexion avec le reste de la région et le reste du monde. Les villes sont vraiment aux avant-postes de cette aspiration démocratique qui est réprimée. Il faut bien voir que l'échec des printemps arabes, c'est le symptôme, c'est l'effet d'une répression massive. Les opérations de destruction urbaine qui passent par des campagnes de bombardement massifs en Syrie et puis par d'autres dispositifs, mais le fait qu'il y ait 7 millions de réfugiés syriens et des millions de déplacés intérieurs en Syrie, c'est évidemment pas un effet collatéral de la guerre, c'est le produit d'une stratégie tout à fait claire et très asymétrique menée par les forces du régime de Bachar el-Assad contre les populations de tous ces quartiers qui se sont révoltés, qui ont été les fiefs des différents groupes de l'opposition au régime. Et donc, il s'est agi de punir, de chasser ces opérations ayant aussi une vocation à prévenir les populations d'autres quartiers, d'autres villes, de ce qui pourrait leur arriver si elles venaient elles-mêmes à se distancier du régime. Tamar Katz, Rasbar David Baron,
Quand je parle de l'effacement des traces de la guerre, il y a peut-être quelques endroits qui ont échappé à cet effacement. C'est certains bâtiments du centre-ville. Sophie Braun, anthropologue. L'ancien cinéma de béton là, qui est sur la place des Martyrs, qui est un ancien ciné-théâtre, qui était un emblème en fait de l'architecture moderne de Beyrouth, mais aussi le Grand Théâtre qui était rue de Syrie, et la statue des Martyrs qui a été démontée de son emplacement originel dans les années 90. Ça, on en trouve la trace dans les archives photographiques de Solidaire, qui sont très explicites à ce sujet, et qui a été remontée à son emplacement d'origine en 2005, peu de temps avant l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, qui était lui aussi le père de la reconstruction et le fondateur de cette société foncière solidaire. Et cette statue des Martyrs a été remontée avec une conservation volontaire des impacts, des trous d'impact de balles qu'elle avait reçus pendant la guerre, donc comme un lieu de mémoire, comme un lieu qui portait quand même les traces de cette guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2005, au moment où je commence mon enquête, alors qu'on est dans un contexte où il y a une reconstruction qui semble aller bon train et un contexte relativement porteur d'espoir, eh bien il y a cet assassinat de Rafik Hariri, qui est suivi par une série d'autres assassinats politiques qui marquent en fait les dernières années c'est cette période entre 2005 et 2010, et qui montre combien l'événement comme ça, de l'attentat en l'occurrence, et les destructions qu'il occasionne, génèrent chez les gens une espèce de sentiment de perte, une conscience de la perte, et donc une volonté de sauvegarder ce qui reste, de patrimonialiser, etc. Et on assiste, avec les premières manifestations qui prennent place, justement, place des Martyrs en 2005, à une espèce de réactivation de cette place comme un lieu public en quelque sorte, alors qu'elle avait été privée quand même de ses habitants et de ses usagers pendant longtemps, puisque pendant la guerre civile elle était devenue un no man's land, un lieu de conflit intense, le point de départ de la ligne de démarcation qui séparait la ville de Beyrouth en deux pendant la guerre. Et au moment du début de la reconstruction, Solidaire avait prévu d'en faire une immense avenue urbaine menant à la mer, donc d'effacer en fait son statut de place pour la transformer en une voie de passage en quelque sorte. Et là, en 2005, ironie du sort, enfin bon, l'assassinat de Rafik Hariri réactive cette place comme un lieu de protestation, de manifestation, qui aujourd'hui encore est investi, enfin depuis l'année dernière, depuis la révolution d'octobre dernier, investi par les manifestants. Donc c'est l'espace public par excellence. En ce sens, ça renoue un peu avec la fonction d'avant-guerre qui avait cette place, qui était une forme de centralité dans le centre de Beyrouth, gare routière, lieu de passage, etc. Bon, maintenant, il y a un autre aspect aussi des espaces publics, c'est que l'étalement urbain dans le Grand Beyrouth, sans aucune planification, est cruellement dépourvu d'espaces publics. Camille Hamoun, écrivain. Donc on a un étalement urbain, une coulée de béton sur des kilomètres et des kilomètres carrés, sans aucun espace public. Et donc dans ces régions périphériques-là, la colère des gens n'a pas pu se manifester sur une place. Et donc ils ont créé des places ex nihilo. Par exemple, vers la banlieue nord de Beyrouth, ils ont bloqué une partie de l'autoroute et en ont fait une place. Une place qui s'est comportée de manière urbaine et sociologique, un peu comme la place de Beyrouth, mais pour ces régions-là. Et donc la différence, l'importance de cette phase, de cette révolution, c'est que les gens manifestaient là où ils étaient. Ils n'avaient pas besoin de faire le voyage jusqu'à Beyrouth pour manifester leur colère. Et ils ont créé là où ils étaient des espaces publics à partir de rien. Si, par exemple, dans cette zone-là, dans cette banlieue nord qui s'appelle Jel el-Dib, il y avait eu une grande place, une place centrale, un parc, un lieu où les gens auraient pu se rencontrer, peut-être qu'ils n'auraient pas bloqué les autoroutes et les grands axes. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin d'un endroit pour manifester, pour se retrouver, pour montrer leur colère. Cela dit, le blocage des routes était aussi une manière pour les Libanais de montrer leur impuissance. Ils ont été pendant longtemps exclus du système politique, exclus de la représentation politique. Et pendant cette période-là, ils ont voulu montrer leur frustration et leur colère de ne pas faire partie du processus de décision politique en bloquant les routes pour contester.
Camille Hamoun, Octobre Liban. Là où les places manquent, tu les fais. Partout, des tribuns apparaissent. Des tentes sont dressées. L'information circule. Le savoir est sur la place. Les gens discutent, participent, débattent, s'engueulent. La démocratie est dans la rue. Tu transformes l'espace que tu occupes. Tu l'habites. Tu ramènes dans des territoires froids et dépeuplés une partie de l'âme urbaine qui les avait désertés. La texture même de ces lieux s'altère lorsque leur utilisation est modifiée. Ils font ville. Ils réinvitent dans la cité ceux qui l'avaient déserté. Si cette révolution ne devait formuler qu'une seule injonction, ce serait bien celle-là. Rendez la ville aux gens, ils sauront quoi en faire. Les rencontres d'Averroès, créées et conçues par Thierry Fabre, sont produites par Des Livres comme des idées. Elles reçoivent le soutien de la ville de Marseille, de la région et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Sophia Action Culturelle et de la Maison des écrivains et de la littérature. En partenariat média avec France Média Monde, RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya, La Croix, Mediapart, La Marseillaise et Zibeline. En partenariat avec la Criée, Théâtre National de Marseille, Aix-Marseille Université, Sciences Po Aix, l'Académie d'Aix-Marseille, l'Institut français d'Égypte, le Festival Strasbourg Méditerranée, la revue Topo et la librairie L'Odeur du Temps. Merci à Elodie Karaki pour son aide. Merci à Bachar Mahalife qui nous a permis d'utiliser sa musique pour le générique de ce podcast. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur le site rencontreaverroès.com.